On va tout de suite à notre panel américain avec Raphaël Jacob, Catherine Loubier, Michel Cauger. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. C'est vraiment ce qu'on retient. Alors, on compte les dodos et on regarde les sondages, comme d'habitude, comme à tous les vendredis. Ne me dites pas que ça vous écœure, les sondages. On va en regarder quelques-uns. Alors, écoutez, j'aimerais qu'on regarde les derniers. C'est vraiment les plus récents. Ils disent des choses contradictoires. Il y a d'abord celui-ci. C'est intéressant quand même de voir ce sondage du Wall Street Journal. Il donne, lui, une avance à Donald Trump. Mais si on regarde les autres sondages, celui du New York Times, alors coude à coude, 48-48, CNN, sondage aussi, 47-47, petit tour de table. Je commence par Michel. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça me dit que c'est extrêmement serré. Même le sondage du Wall Street Journal est dans la marge d'erreur de 3 points. Alors donc, il y a un mouvement qui est indéniable vers M. Trump au cours des derniers jours et de la dernière semaine. La question, c'est maintenant, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que pour lui, une égalité à peu près totale avec Mme Harris au vote populaire va se traduire par une victoire au collège électoral? Si on prend certains modèles, oui, c'est le cas. C'est pas certain pour autant. Il y a toutes sortes de facteurs qui restent, et surtout, il y a 10 jours de campagne qui restent. 10 jours avant l'élection de 2016, tout le monde était certain que Mme Clinton gagnait facilement, et c'est pas ça qui est arrivé. Moi, je note deux choses. D'abord, l'avance de Mme Harris chez les femmes, et les femmes votent beaucoup plus que les hommes en proportion, donc ça, et la sortie de vote, ça va être déterminant. Et d'autre part, M. Trump est de plus en plus disjoncté. Il parle tous les jours des gens qu'il va punir quand il sera élu président, puis dont il va se venger et tout ça. Je pense que ça peut avoir un petit effet, on le connaît, M. Trump maintenant, là, mais un petit effet repoussoir pour certains électeurs. Catherine, vu des États-Unis, là, qu'est-ce que vous dites de ces sondages? Mon collègue l'a très bien décrit là, au niveau de l'analyse de sondage. Là, j'ai pas grand-chose à ajouter, mais il y a une tendance qui s'est installée et je pense pas qu'elle est réversible, c'est-à-dire que l'avantage s'en va être du côté de M. Trump. Et je sais que c'est difficile parfois pour les Québécois de comprendre comment les Américains peuvent voter pour quelqu'un comme Donald Trump. Mais il y a quelques raisons à ça. En dehors du noyau dur là, autour de Donald Trump, il y a quand même des Américains qui, en ce moment, prennent la décision de voter pour lui, qu'ils considèrent vraiment imparfait, hein, ça c'est certain. Là. Je veux dire, on s'entend, mais il n'y a pas de possibilité pour eux d'embrasser le statu quo. Ils veulent du changement. Le désir de changement est très, très fort et ils sont préoccupés au premier plan, on l'a dit tellement de fois, par l'immigration, l'inflation. Et il y a une perception quand même négative qui demeure de Mme Harris chez les Américains ici aux États-Unis. Elle n'a pas réussi à percer, peut-être en grande partie parce qu'elle n'a pas fait rupture avec l'administration de M. Biden. Mais en même temps, c'est difficile parce qu'elle faisait partie de l'administration de M. Biden. Donc, c'est comme un peu un désaveu pour elle qu'elle se ferait à elle-même. Là. Mais les Américains, même s'ils sont conscients des représailles possibles de M. Trump, qu'il est instable, même s'ils se rappellent de l'incident du Capitole, rejettent le statu quo. Il y a un désir d'un changement et ils ne reçoivent pas la réponse qu'ils attendent du côté de Mme Harris. Alors, c'est intéressant de voir la tendance, c'est très serré, mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'Américains, une grande partie des Américains, qui vont voter pour Donald Trump. Manifestement. C'est déjà ce que disent les sondages de toute façon. Raphaël, est-ce que c'est une question de temps? Si elle avait eu plus de temps, parce qu'elle a embarqué dans une course qui était déjà active, est-ce que ça aurait joué en sa faveur? Est-ce qu'elle est un peu victime de ça? Comment vous lisez tout ça? Au contraire. Non? Au contraire, Ah Julie. oui? Ce qui lui fait le plus mal présentement, c'est que la campagne s'étire. Mme Harris a été appelée à défier la gravité politique pendant des mois. Pourquoi? Je rejoins ce que Catherine mentionnait, parce qu'à la base, l'opinion publique, elle est en faveur très majoritairement aux États-Unis d'un rejet du statu quo. On juge à plus de 60 et ça, c'est pas un ou deux sondages. C'est à peu près tous les sondages qui l'indiquent et depuis des mois que le pays s'en va dans la mauvaise direction. M. Biden, son administration sont historiquement impopulaires. Lorsque vous êtes la candidate du parti qui est au pouvoir, c'est un climat politique qui est excessivement difficile dans lequel évoluer. Ce qui a sauvé ou ce qui a permis à Mme Harris, tout au moins, de défier cette gravité-là
qui tirait n'importe quel candidat, qui aurait tiré n'importe quel candidat de ce parti-là vers le bas, c'était d'avoir justement un lancement de campagne qui était spectaculaire, une convention qui, dans l'ensemble, était très réussie, un débat face à M. Trump qu'elle a gagné haut la main. À chaque fois qu'il y avait ce qu'on appelle en sciences politiques des effets de campagne, ou à peu près à chaque fois, c'était à son avantage. Mais une fois que ça s'estompe et qu'on retourne aux facteurs fondamentaux, le simple fait, le plus fondamental des constats, c'est que les gens veulent majoritairement du changement. Donc, tant et aussi longtemps qu'elle peut s'incarner ou se présenter comme l'agente de changement de la nouvelle génération, ça peut fonctionner. Mais on le voit depuis les derniers jours, elle a de la difficulté avec ça. Une fois que tout ça s'est dit, je boucle la boucle en revenant sur ce que Michel a dit, parce que c'est peut-être l'aspect le plus important. Même si tendance il y a, je crois, comme Catherine et comme Michel, que la tendance, elle est indéniable vers M. Trump, ça demeure extrêmement serré. Il y a beaucoup de gens à gauche qui ont bu le Kool-Aid de la joie de Kamala pendant l'été. Il y a beaucoup de gens à droite qui, présentement, boivent le Kool-Aid comme quoi c'est dans la poche pour M. Trump. Tout peut jouer dans les 11 prochains jours. Encore. On va plonger un petit peu plus en détail maintenant dans l'analyse. Il y a bien des gens aussi, des observateurs, peut-être que vous en faisiez partie, qui disaient « Mme Harris n'a pas saisi suffisamment les occasions de se présenter, de dire ce qu'elle veut faire. Elle est qui? Elle veut faire quoi? C'est quoi son programme? C'est quoi sa vision? Qu'est-ce qu'elle veut changer? » On sait qu'aujourd'hui, les deux candidats sont au Texas. Mme Harris s'est fait questionner justement là-dessus aujourd'hui. On va entendre la question, on va parler de la réponse. Do you feel that in your messaging in these final days of the election, you're striking the right balance against Trump and talking about the specifics of your own policy enough? That is a balance that must be struck. There's no question about that. And I invite everyone who's watching to go to KamalaHarris.com, where you will see 80 pages of our policies on a number of issues. Nous, on a été un petit peu étonnés. On écoutait ça, l'équipe de la salle de nouvelles, en préparation de l'émission. Puis on s'est dit, voyons donc, c'est pas vrai. Plutôt que de sauter sur l'occasion, justement, pour définir son programme, elle invite les gens à aller sur la page web de son parti. Michel, réaction? Elle est en retard sur toutes ces choses-là. Ça lui a pris jusqu'à 7 semaines pour dire « Mon administration ne serait pas semblable à celle de Joe Biden ». Il y a une réponse très célèbre maintenant dans une entrevue. Elle dit non, je ne vois pas ce que je ferais différent de M. Biden. Si les gens veulent du changement, c'est pas exactement ça qu'il faut faire. Alors, allez voir KamalaHarris.com, c'est comme de dire je ne vais pas vous donner de réponse. Ça lui nuit et ça lui nuit grandement parce que autrement, elle a des messages qui, en fait, campagne peuvent porter. Elle n'est pas au Texas pour rien ce soir. Elle est au Texas parce que c'est l'État qui a mis en place la loi sur l'avortement la plus sévère après le jugement de la Cour suprême. Ça a beaucoup aidé les démocrates dans les 2 derniers scrutins. Est-ce que ça va marcher pour Mme Harris? Je ne sais pas. Mais au moins, ça, c'est porteur. Mais dire, je ne sais pas ce que je ferais différent de Joe Biden dans un pays qui dit ça va pas bien, ça, c'est une gaffe dont elle s'est toujours pas remise. Oui, mais en fait, Raphaël, vous, qu'est-ce que vous comprenez? Pourquoi elle ne le vend pas davantage, son programme? En fait, là, elle se concentre beaucoup sur des attaques à l'endroit de M. Trump en disant il est fatigué, il est inadéquat, il est dangereux. En fait, c'est vraiment les 3 messages clés, là. Mais ceci dit, pourquoi elle ne se vend pas elle-même? D'abord, avant tout, Julie, rebondir sur le dernier point que vous avez mentionné, le changement de rhétorique drastique. On était encore une fois dans la joie à la Convention il y a à peine 2 mois. Là, on est dans Donald Trump, c'est un fasciste, il est instable, il est dangereux. Une campagne qui pense être en train de gagner ne change pas à 2-3 semaines du scrutin son approche stratégique de façon aussi drastique que ça, de 1. De 2, écoutez, c'est le reproche tactique et stratégique le plus fondamental qu'on peut lui faire et qu'on va lui faire au lendemain du scrutin si elle le perd. Encore une fois, ce n'est pas acquis pour les républicains, mais si elle le perd, pourquoi est-ce qu'elle va avoir passé autant de temps à essayer de définir négativement quelqu'un qui est déjà largement défini, alors que la question la plus fondamentale que les électeurs et les électrices qui sont indécis et indépendants, plus modérés politiquement ont aux États-Unis depuis les dernières semaines, et en fait depuis le début de sa candidature à elle, c'est non seulement qui est-elle personnellement, mais surtout que ferait-elle pour nous dans notre quotidien? Et elle se fait donner une occasion après l'autre, de donner des réponses claires. On l'a vu encore à la rencontre citoyenne diffusée au réseau CNN mercredi, ça a été pour le moins difficile pour Mme Harris, et on le voit. Elle a des forces comme candidate, elle a aussi de sérieuses limites. Et lorsqu'on la questionne, qu'on la talonne de façon moindrement importante sur son programme, ça devient difficile. Et vous venez de faire jouer un autre extrait qu'il montre. Catherine, vous comprenez quoi? Parce que vous avez déjà été stratège, conseillère, tout ça. Pourquoi elle n'a pas des gens autour d'elle qui lui disent, là, il va falloir axer sur ce qu'on va faire de bien, ce qu'on va changer, justement?
Oui. Changer à la fin d'une campagne, c'est difficile. Il y a une image de Kamala Harris qui s'est imprégnée chez l'électorat américain. Il y a une grande partie, vous savez, des Américains aussi qui vivent selon la Bible et la Constitution et qui trouvent que le pays est dans un état catastrophique et qui veulent que la voix soit redonnée au peuple, si je peux m'exprimer ainsi, là, ça se traduit un peu mal, et ne voient pas du tout cela en Mme Harris. Et elle a, je pense, pas su depuis le début, imaginez-vous, elle faisait partie d'une administration qui était très critiquée. Le désir de changement est à son plus haut, et elle n'a pas su se détacher de l'administration dont elle faisait partie. Et c'est ça le défi. Elle a voulu attaquer l'administration 2016-2020 de Donald Trump et elle n'a pas trouvé un chemin pour rejoindre l'électorat. Et je pense que dernièrement, dans la campagne, ce qu'on a vu, et on le voit aussi dans ses entrevues, notamment celle à CNN dans les derniers jours, les démocrates sont dans une chambre d'écho. Je dirais même, ils sont rendus dans une maison de verre, puis il n'y a pas de porte pour en sortir. Ils ont perdu la connexion avec l'enthousiasme électoral à la fin de la campagne. Et ça, c'est pour en avoir fait plusieurs. Oui, c'est très dangereux parce que ça se retrouve très difficilement, même si aujourd'hui, on les retrouve au pays de l'invasion des migrants, au Texas, mais aussi au pays de la restriction de l'avortement, où il y a peut-être une partie de l'électorat plus jeune, plus Mais quand urbaine, vous parlez de cet enthousiasme, qui peut être sensible à Kamala quand Harris. vous parlez de cette perte d'enthousiasme, maison de verre, en fait, je retiens les mots là, que vous venez de dire. Là, on la voit avec des grandes vedettes. C'est un peu ça, là, cette semaine. Il y a des attaques d'un côté, mais après ça, il y a l'espèce de fête, il y a Obama, il y a mais Springsteen. c'est pire. Ah oui, pourquoi c'est pire? C'est pire parce que qu'est-ce qu'ils font là dans un aréna en train de célébrer avec des stars et de l'élite? Ça n'a rien à voir avec l'état de l'élection pour Mme Harris en ce moment. Mauvaise recette. Mauvaise recette. Ça pour joue la contre elle, vous situation pensez? actuelle. Là, ce soir, c'est le soir de Beyoncé avec elle. Je pense pas qu'ils comptent des points, sauf avec ceux qui sont déjà convaincus de voter pour eux. Michel? Elle serait mieux à la table de cuisine ou elle serait mieux autour de la table de cuisine ou avec des électeurs en dehors d'un stade avec des vedettes. Je pense que ça ne change rien. Ah oui, vous pensez que ça marque justement le monde des stars bling-bling, puis le vrai monde à côté, Michel? Il y a deux tendances. Ça peut être tous derrière Kamala Harris ou tous devant pour la cacher. Là, ça fait tous devant pour la cacher. Vous savez, Bruce Springsteen, la dernière fois que je l'ai vu, c'était quand il faisait campagne pour John Kerry. Tout le monde disait, ça va chercher les étudiants, puis Kerry va gagner, puis Kerry a perdu. Moi, je pense pas que Bruce Springsteen, avec tout le respect que j'ai pour lui, et même Beyoncé, amène du monde aux urnes. Je crois pas ça. On le fait parce que ça fait partie d'un peu de la tradition des campagnes électorales, puis ça remplit la salle. Mais je pense pas que ça change grand-chose mais dans pourtant, la vraie il me vie, semble, de savoir là... que... Allez-y. De savoir que Bruce Springsteen était vote démocrate cette année, je pense que ça surprend personne. Oui, mais rappelez-vous, au début, quand elle est arrivée, on parlait d'un effet Taylor Swift. Raphaël, je vous lance la balle là-dessus, justement, sur le monde des stars, le bling-bling autour d'elle. Non. Vous n'allez pas me faire ça, s'il vous plaît, à 11 jours du vote, me relancer encore sur Taylor Swift. Je pensais que c'était fini. C'était derrière nous, ces questions-là. Elle pourrait sortir. D'ici les 11 jours, on pourrait la voir à côté, Mme Harris, à côté de Taylor Swift, non? Et si ça se produit, Julie, je vous implore en direct à la télévision nationale de refiler les questions à Catherine et à Michel. Je vous implore. Non, je les veux pas. Non, de façon... Non plus. Non, Raphaël, tu t'en sors pas comme ça. De façon plus sérieuse, je rejoins largement les propos de Catherine et de Michel. Est-ce que ça peut aller chercher un peu d'enthousiasme chez les électeurs et les électrices qui sont déjà convaincus, peut-être? Pour ce qui est de la sortie de vote, ça, il y a quand même une petite nuance que je me permettrais d'ajouter. C'est-à-dire que si on va inviter des gens qui ne se seraient pas déplacés à un événement de Mme Harris et qui ne se seraient pas nécessairement non plus déplacés pour aller voter et qu'on note leur nom, leurs coordonnées, est-ce que c'est possible après coup de faire un suivi et de les appeler à aller voter? Peut-être dans un monde théorique, mais encore une fois, l'événement, il n'a pas lieu en Caroline du Nord, en Géorgie, en Pennsylvanie ou au Wisconsin, il a lieu au Texas, un État qui n'est pas disputé présentement. Et soit en passant, d'un point de vue télévisuel, on fait l'événement un vendredi soir qui s'adonne à être en même temps que le premier match de la Série mondiale. Donc, d'un point de vue de qui on va aller rejoindre, il y a de sérieuses questions. Et un dernier petit point pour ce qui est de l'agenda de façon générale de Mme Harris. Et on pourra critiquer celui de M. Trump à longueur de journée après coup. Il va y avoir des critiques et des doléances qui vont s'appliquer. Mais pas Mme Harris qui semble en arracher plus que M. Trump dernièrement. Comment s'expliquer
que presque tous les jours cette semaine, son agenda public a été pratiquement vide. Elle a fait l'entrevue à NBC, elle a fait l'entrevue à CNN, la rencontre citoyenne, elle a le rassemblement ce soir. Mais vous regardez son agenda, jour après jour après jour, on devait attendre à midi, 16h, 19h, avant qu'il y ait la moindre intervention publique pour une course qui est aussi serrée que ça, dans laquelle on est rendu dans le dernier droit, et soit dit en passant, avec une candidate, je pense que ça aussi c'est pertinent, qui est 20 ans plus jeune que son adversaire. Il y a des questions qui se posent. Mais prenons Donald Trump, parce que là, vous dites, bon, pas de Taylor Swift. D'accord, pas de Taylor Swift. Lui, il va voir Joe, comment il s'appelle? Joe Rogan, c'est ça? Balado, paraît-il, super écouté sur Spotify. Bon, il fracasse des records, etc. Catherine, quel genre de clientèle il rejoint? Là, c'est une bonne idée, ça, de se coller avec ce personnage? Oui, je veux dire, il se met au test. Hein, et dans le fond, ce qu'il projette comme leadership, c'est ça me dérange pas d'être devant n'importe qui. Je vais encaisser les coups, je vais répondre à vos questions. Et puis, il l'a fait tout le long de la campagne. Il a fait un nombre d'entrevues incroyables durant toute cette campagne, un peu ad lib comme ça, pas de cassette, comme on dit, comme on a vu du côté de Mme Harris. Et lorsqu'elle est ad lib, il n'y a pas beaucoup de contenu qui ressort de là. Donc, je pense que oui, c'est dans la tradition de faire ce genre d'entrevue-là. Oui. Quand ça va bien dans la campagne, quand on a peut-être la capacité de prendre quelques risques supplémentaires. Bon, quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter sur la participation à ce balado, là? Peut-être très rapidement. Joe Rogan n'est pas un risque pour M. Trump. Joe Rogan, c'est un ami de la maison. Je suis d'accord avec Michel. Ça illustre deux choses, je crois. Oui, mais il est controversé. Les deux choses peuvent être simultanément vraies. Ce que je mentionnerais également, c'est que l'environnement médiatique a changé. Et on le voit. À quel point seulement la différence entre 2020 et 2024, elle est frappante. Également, à quel point Donald Trump, et ça, c'est remarquable, je ne dis pas de façon positive ou négative, c'est simplement remarquable qu'il fasse aussi peu d'efforts pour aller au-delà de sa base. Parce que les gens qui, statistiquement, écoutent la balado de Joe Rogan sont déjà à la base massivement des électeurs de M. Trump. Ça aussi, c'est très, très, très particulier. Et si M. Trump perd, parce que, je le répète, c'est entièrement possible, il va y avoir des questions qui vont se poser par rapport à son approche à lui d'avoir ratissé aussi peu large que ça, incluant dans le dernier droit de la campagne. Bon, intéressant tout ça. Maintenant, le monde entier la suit, cette élection, parce que les répercussions sont gigantesques. Hein. C'est bien au-delà des frontières des États-Unis. Ça touche le Canada. Ça nous a beaucoup frappé hier quand M. Trump a rebondi sur l'annonce de réduction des cibles en immigration du Canada, annoncée hier par M. Trudeau et Mark Miller, son ministre. Et il a rebondi là-dessus, finalement, pour attaquer son adversaire, Mme Harris. Alors, ce qu'on peut voir, là, ce qu'il a écrit, c'est même Justin Trudeau veut fermer les frontières du Canada. Nous sommes les seuls stupides à permettre à des personnes, dont des centaines de criminels, d'entrer librement aux États-Unis grâce à notre ridicule politique d'ouverture des frontières. On se doute bien qu'au Canada, on se prépare aussi si jamais M. Trump est réélu. Les répercussions, Catherine, je sais que ça, c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Répercussions au Canada d'une éventuelle réélection de M. Trump. Oui, bien, sur la publication X que vous avez montrée, je pense que M. Trump dit, en fin de compte, il valide l'enjeu de l'élection, d'abord, l'immigration, la frontière. Ensuite, il dit les gouvernements centre-droit sont plus aptes à régler ce genre de problème-là. Regardez, les gouvernements centre-gauche ont tous fait le même fiasco de la question de l'immigration. Puis pour ce qui est du Canada, bien, il faut surveiller, bien évidemment, l'agenda des tarifs qui sera imposé par le président Trump s'il est réélu. Il y a des risques pour le Canada, comme tous les pays dans le monde, d'avoir des querelles commerciales importantes et de rebrasser les cartes complètement sur ces enjeux-là. Mais il y a aussi des moyens de bien se préparer et de s'en sortir pour le Canada. Oui, Michel, un mot là-dessus, préparation du pays à un éventuel retour de M. Trump? C'est sûr qu'il y a des milliers de façons de se préparer pour quelqu'un qui dit le plus beau mot du dictionnaire de la langue anglaise, c'est tarif. On a un pays qui a un accord de libre-échange avec les États-Unis. M. Trump dit en quelque sorte, je m'en fous et on va mettre des tarifs si on veut en mettre. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour le Canada. Oui, un dernier mot court, Raphaël. Bonne fin de semaine. Vous avez le droit à un deuxième mot. J'ai déjà hâte de vous reparler. Bon. Je vais être au Michigan, on s'en reparlera. C'est vrai, vous partez aux États-Unis. Demain matin. Alors, vous allez prendre le pouls aussi. Ça va être intéressant aussi de voir vos observations. Bien, alors, c'est moi qui vais avoir le dernier mot. Je vais vous dire bonne soirée à mon tour. Merci, puis on se retrouve bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.